Bonjour à tous, merci d'être là avant la pause déjeuner. Est-ce que vous aussi, vous voyez passer des titres sensationnalistes du type le SEO est mort, vive le JEO, ou encore il y a plus de bots que d'êtres humains maintenant sur le web, donc les plateformes de marque vont devenir les dark kitchen des IA. Bon, moi je vois ça pas mal, mais en soi je vois aussi des clients, concrètement, des responsables e-commerce ou des directrices marketing, qui vont me partager qu'elles observent déjà des baisses de visites sur leur site et qui sont liées, qui pensent être liées à l'IA. Donc il y a une réalité terrain qu'on ne peut pas nier. Les usages sont en train de changer, les consumer journey avec. Et pourtant, là, aujourd'hui, les règles de référencement, elles sont encore assez opaques. Et il y a des nouveaux outils chaque semaine qui se lancent et qui promettent monts et merveilles. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui d'explorer ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux, c'est quoi les bonnes pratiques et quelles sont les solutions du marché vers lesquelles on peut se tourner. Donc bonjour à tous. Je suis Chloé Dutheil, je suis effectivement dirigeante du cabinet de conseil Stellar, qui est spécialisé dans la data et l'IA. Quelques chiffres déjà pour commencer, pour apporter du factuel. Donc on a déjà une recherche sur 5 qui obtient désormais une réponse grâce à l'IA. On a également une baisse de 79% du trafic organique si les sites ils apparaissent sous Google AI Overview, qui n'est pas encore arrivé en France. On a 34,5% de baisse des CTR due à Google AI Overview. Et on a, à l'heure actuelle, 47% des marques qui n'ont pas encore de stratégie JEO. Donc ça nous pose un petit peu le paysage à l'heure actuelle. On a des vraies tendances. On a des tendances parce que l'IA ne change pas vraiment ce que les gens recherchent, mais elle change la façon dont on pose les questions. Il y a plus de 80% des requêtes IA qui commencent maintenant par des questions en langage naturel et pas par des recherches de mots-clés, comme on le fait sur Google. Donc on attend plutôt des réponses et non des résultats. Donc je me suis demandé, parce qu'en fait il y a beaucoup d'études qui portent sur les États-Unis, qu'est-ce qui se passe en France? Donc j'ai lancé une étude avec l'entreprise Stellar et Toluna qui fait partie d'Aris Interactive sur l'usage, l'impact et l'usage des assistants IA conversationnels dans les décisions d'achat. Quand on parle des assistants IA conversationnels, donc on est sur du ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. Donc on a étudié, c'était en juin, donc ça fait moins de 6 mois, et on va la refaire régulièrement parce que ça change à toute vitesse, sur 1000 répondants, hommes, femmes, de façon indifférenciée. Et donc les résultats, c'est que déjà on a 15,5% des répondants, soit un Français sur 6, qui a dit avoir utilisé les assistants IA conversationnels pour un achat en ligne. Sauf que là, on parle de... Donc sur 1000 Français, tous les Français, 1 sur 6. Mais quand on se concentre sur ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT ou Perplexity ou Claude dans leur vie, on arrive à 1 sur 3. Un tiers des personnes interrogées qui l'ont fait pour préparer un achat en ligne. Donc ça a un enjeu. Là, c'est quelques chiffres pour se dire, voilà, c'est vrai que c'est quand même important quand on parle à des comex de grandes boîtes qui se disent, est-ce que j'y vais pas. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans le search. Donc si même 15% de ces investissements en France ne concernent plus les usagers, les consommateurs qu'on veut toucher, c'est 672 millions d'euros qui sont à risque potentiellement. Ça nous donne des ordres de grandeur. Et pourtant, on n'en est qu'au tout début. Donc, qui sont ces personnes qui utilisent l'IA pour leurs achats? Alors, là, on est sur hommes et femmes aussi de façon indifférenciée. Et on est plutôt, en tout cas au moment de mon étude, sur les personnes qui ont le plus fort pouvoir d'achat et, à mon avis, qui ont déjà commencé à l'utiliser dans le cadre de leur travail. Mais bon, si on suit les chiffres qui viennent des États-Unis, les jeunes, 18-34 ans, ils vont vite dépasser le reste de la population. Là, on a plutôt donc, des personnes autour de Paris et de Lyon,
et qui viennent des salariés du secteur privé, suivis par les retraités et par des salariés du secteur public, et ensuite les étudiants. Pourquoi elles utilisent ChatGPT dans le cadre de leurs achats? À quel moment? C'est en amont du processus d'achat. C'est-à-dire, c'est pour comparer plusieurs produits ou marques. Ça va être pour trouver des idées, trouver de l'inspiration. Quand je ne sais pas encore quoi choisir pour Noël, donc là, j'ai besoin d'idées pour un tel type de personne exactement, sur tel budget, on va pouvoir aller sur des requêtes complexes. On va chercher des avis, des tests produits, des différences. C'est beaucoup moins le cas pour l'instant après l'achat. On va moins l'utiliser dans un cadre d'un SAV. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que dans 88% des cas, l'assistant conversationnel, il a eu un fort impact sur l'achat. C'est-à-dire que la question, c'était de 1 à 5, à quel point ça a influencé votre décision d'achat. Et ces 88%, c'était 4 ou 5. Donc ça, c'est énorme. Et ce n'est pas le cas sur les requêtes Google. Donc, il y a une vraie question. Qu'est-ce qui se passe pourquoi les IA conversationnelles, elles proposent c'est une expérience qui est plus simple, plus engageante, plus immersive. Donc là, par exemple, un exemple, hein, on est sur je recherche un brunch à faire à Paris avec 2 enfants de 4 et 1 ans, le week-end prochain, proche du 19e arrondissement, je veux un espace où les enfants y puissent jouer pendant que nous, on reste à table. Donc là, si je mets ça dans Google, ça va être compliqué de trouver je vais juste avoir les brunchs à Paris et ça va pas être très précis. Donc là, je vais avoir une réponse qui est déjà targetée. Donc, il y a le côté paresse cognitive qui est assumé, avec 0 clic, j'ai ma réponse directement. Si j'en demande plusieurs, c'est quoi les meilleurs CRM, c'est quoi les meilleures banques pour une start-up, c'est quoi le meilleur CRM pour une boîte de conseil, je vais avoir plusieurs choix quand même. Mais dans tous les cas, je n'ai pas besoin de cliquer, je n'ai pas besoin d'ouvrir 10 onglets pour trouver la réponse. Donc ça accélère vraiment les recherches, ça fluidifie le parcours d'achat. On a aussi une confiance accrue liée à la conversation. Même si on sait que ces outils, ils hallucinent, c'est quand même des outils où on nous dit depuis longtemps qu'ils sont maintenant aussi intelligents qu'un PhD. Et puis on discute, on partage beaucoup sur sa vie. Et donc on a une vraie confiance qui s'installe, une relation de confiance qui est liée au fait déjà qu'on a une conversation, qu'on se sent écouté. Et il y a des études vraiment qui ont été menées sur le sujet, c'est-à-dire c'est pas juste une intuition, c'est que il y a même des études qui montrent que quand je suis convaincue de thèses complotistes, ChatGPT est capable de me faire changer d'avis alors qu'un être humain n'y arrive pas, enfin, en tout cas en termes de probabilité. Et tout ça, ça montre que on va être déjà un consommateur, une fois qu'on a fait son choix, beaucoup plus certain de passer à l'acte d'achat, beaucoup plus qualifié que quand je fais simplement une recherche sur Google. Et enfin, il y a la facilité de la recherche multimodale, partout, à voix haute. Maintenant, en 6 mois, ça a encore fait des progrès incroyables. J'ai une vidéo qui montre il y a 6 mois déjà que maintenant ça reconnaît quand il y a une ombre, quand il y a un poteau électrique, que c'est vraiment un poteau électrique et pas un immeuble. Ça, à l'époque, c'était incroyable. Maintenant, c'est bon, on s'y est fait. On est sur de la vraie omnicanalité. Je suis en magasin, je prends une photo entre 2 pots de peinture. C'est quoi la différence, lequel je dois choisir? Et ça va me faire une description, ça va comprendre. Donc ça va analyser vraiment ce que montre la caméra du smartphone. Et tout ça, en fait, ça va faire que l'expérience de recherche, elle est vraiment plus simple et plus engageante. Donc quelques bonnes pratiques. Comment ça se passe déjà ? Une recherche IA conversationnelle. On va avoir, première étape, le modèle part du contexte. Google AI, il intègre les user embeddings, c'est-à-dire une représentation vectorielle du profil et les interactions probables. ChatGPT et Claude, eux, ils se basent sur les autres requêtes, le contexte qu'on a apporté en tant que profil. Et donc, une même question ne va jamais renvoyer la même réponse à 2 utilisateurs différents. Deuxième étape, l'IA va exécuter ce qu'on appelle un fan-out massif. C'est-à-dire, au lieu d'une requête unique, elle va lancer des dizaines de recherches parallèles, parfois structurées en sous-intention, et pour couvrir le spectre le plus complet de la demande. Ce n'est pas une seule question, ça va en être une dizaine de recherches par question, selon Perplexity par exemple.
Troisième étape, on a la construction de corpus de passages. Ce n'est pas des pages. C'est-à-dire que Google il va retenir uniquement les paragraphes les plus pertinents qui correspondent au fan-out, aux recherches justement qu'il a lancées. On va avoir ChatGPT qui combine le crawling de Bing avec son propre index interne avant de fragmenter la page en micro-passages, moins de 80 caractères, 80 mots. Et donc, ce n'est pas la page qui est indexée, mais c'est la capacité à produire des blocs autoportants et extraits facilement. Ensuite, on a un classement interne des extraits. Donc là, c'est là où on commence un peu à avoir la black box, c'est-à-dire qu'il n'y a que Google qui a partagé un peu comment ils s'y prennent. Là, on a chez Google, chaque passage est comparé. Il y a un duel avec un arbitrage, avec un juge IA. Et c'est un système qui va déterminer l'ordre final du ranking des extraits retenus. Et seulement après tout ça, donc l'IA va passer à la génération et à la citation. Donc là, c'est un processus où chaque assistant a sa logique. Là, Google, il cite un petit peu, ChatGPT, il cite les liens sources, Perplexity, il cite que ceux qui proviennent d'un document exact, et Claude, il passe tout par son citation agent, qui attribue une source à chaque affirmation. Donc pourquoi ça change les règles du jeu par rapport au SEO traditionnel? Un, c'est que déjà chaque assistant compose sa réponse en croisant plusieurs documents pertinents. On n'a pas juste une source qui est partagée. On n'a pas un seul lien. C'est un moteur qui élargit la question en plusieurs sous-requêtes synthétiques et qui va couvrir donc tous les angles avant de choisir ses documents. On va avoir une sélection qui se fait paragraphe contre paragraphe. Ça compare des petits extraits et pas la page entière. Tous conservent un certain contexte utilisateur, l'historique ou la préférence, et donc deux personnes obtiennent deux réponses différentes pour une même requête. Et ce n'est pas une simple personnalisation en fonction de l'ordre des liens. Et dans les AI Overview, l'utilisateur trouve souvent sa réponse sans cliquer, et donc c'est important d'être cité plutôt que de figurer en première position. Donc là, on disait le meilleur endroit pour cacher un corps, c'est en deuxième page de Google. Là, c'est carrément, quand on n'est pas cité, on n'existe pas. Et quand on est bon en SEO, malheureusement, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que là, c'est une étude de SEMrush qui dit que ChatGPT, il cite des pages web et elles sont souvent positionnées en 21 et plus, c'est-à-dire page 3 de Google, dans plus de 90% des cas. Et d'où viennent ces sources? Eh ben, c'est Reddit, Wikipédia principalement. YouTube, c'est Google qui utilise son écosystème et qui fait remonter. Mais donc, on est vraiment, c'est pas les plateformes de marque, et c'est principalement, c'est encore le Far West, pour tout dire. Donc, quelle bonne pratique on se dit ensemble. Déjà, pour rester visible, il faut gérer avec la cohérence interne. Les marques, elles doivent générer toute la chaîne d'information. Donc on parle de GEO, on parle même de GIO, Generative Information Optimization, donc avec la qualité des données qui est très importante, une structuration qui est lisible par les LLM, et la réputation externe aussi, et le suivi de la citation. Donc le SEO, il est encore important, hein, mais il couvre plus tous les enjeux. On garde les fondamentaux, un contenu de qualité, une structure propre, une performance mobile, mais ça ne suffit plus pour être pris par une IA. Donc la première rupture, c'est la donnée qui est au cœur du GEO. Donc c'est pour ça que moi je parle aussi beaucoup à des Chief Data Officers de ces sujets-là, parce qu'en fait là, on a besoin d'avoir un socle, un knowledge graph interne, une source unique et propre qui est capable d'alimenter simultanément un RAG interne pour éviter les hallucinations, la génération automatique de pages HTML structurées et des feeds produits à destination des IA publiques. Donc ça va rendre la stratégie GEO plus stable. Ensuite, la deuxième rupture, c'est d'avoir une lecture qui soit LLM first. Donc on va avoir une structuration du contenu avec des passages qui soient très courts, parce que les assistants ne citent que des passages assez courts, qui soient autoportants, qui soient factuels et qui soient sourcés. Donc là, c'est un changement. Il faut produire un contenu qui est structuré pour être LLM readable et qui n'est pas uniquement structuré pour le SEO. Enfin, troisième rupture, non pas enfin, donc juste la troisième rupture, la réputation hors site linkless, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de faire du netlinking. On a un changement, c'est que les citations IA, elles corrèlent davantage avec des signaux d'autorité qui sont linkless comme la presse, Reddit, Wikipédia, comme je le disais, et ça pèse plus que les backlinks, le lien direct vers la plateforme.
Quatrième rupture, c'est le pilotage. Donc là, quand c'est les équipes SEO qui s'emparent du sujet, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une équipe, on sort du triptyque qui est uniquement position, trafic, CTR. On a un besoin de savoir une équipe qui soit plus transverse, qui va suivre les citations IA aussi avec la presse, d'avoir une bonne qualité de la donnée, une bonne couverture médiatique. Et puis, en termes de KPI, on va être sur la part de voix pour mesurer. Donc, c'est pas un taux de clic. On veut savoir combien de fois on apparaît, comment on se compare par rapport aux concurrents, sur quel type de questions, quel type d'IA nous cite et le taux de clic qu'on va gagner ou perdre. Donc, tout ça, c'est des nouvelles pratiques à mettre en œuvre. Donc, moi, je vous propose une petite checklist en 8 points. Comme si on se disait, voilà, j'ai 30 jours, je vais tester pour me mettre en œuvre niveau GEO. Donc le premier, on va mettre en place un pilotage du GEO. On va mesurer avant d'agir pour pouvoir après prouver les progrès. Donc là, vous pouvez choisir une des solutions du marché. Elles ont toutes des méthodes de calcul différentes, mais elles font toutes ce KPI de pilotage. Ensuite, on va cartographier les demandes IA. Donc ça, l'objectif, c'est de définir le périmètre des answer blocks à produire. Le troisième objectif, ça va être de produire des blocs de réponse directement exploitables par les IA. Donc les too long didn't read de moins de 80 mots, comme je disais, des FAQ très précises sur pourquoi mon CRM correspond à tel secteur, tel type d'entreprise, telle taille, enfin voilà, vraiment très très précis. Pourquoi mon lit, il est super pour, non, mon canapé, il supporte les poils de chat, enfin voilà, vraiment des questions très précises que se posent les consommateurs, et pas uniquement des fiches produits. Ensuite, quatrième objectif, ça va être de rendre les contenus lisibles par les moteurs IA. Donc avec les balises schema.org, des auteurs cités, des dates qui soient visibles. On va s'assurer de donner aux IA des signaux de fraîcheur très réguliers. Donc là, ça va être de mettre un certain nombre, de rafraîchir les pages qui soient prioritaires. On va mettre en place en fait tout ça, un eurodatage, un content refresh cycle pour s'assurer que ce soit toujours frais avec les prix qui soient mis à jour, etc. La fraîcheur est très importante. Ensuite, on va s'assurer de sourcer et de crédibiliser. Donc ça va permettre de renforcer la légitimité des contenus. Jour 24 à 26, on va ouvrir et vérifier l'accès IA aussi. On va s'assurer que les IA peuvent crawler et bien lire les pages, toute la partie technique. J'ai beaucoup de clients qui malheureusement n'ont pas toujours les accès à leur plateforme parce qu'ils ont externalisé vers des agences. Donc là, c'est aussi une stratégie de reprendre la main ou de travailler avec les agences externes sur ces sujets-là. Et enfin, d'activer la notoriété externe. Donc là, lancer une campagne RP ou User Generated Content qui est ciblée avec des sources visibles par les IA. On va comparer les nouveaux résultats aux KPI initiaux. Ça, c'est une petite fiche que je peux vous proposer. Ça va vous permettre aussi de vous dire avec quelles entreprises on peut faire des partenariats pour s'assurer d'avoir des meilleurs résultats et de suivre, de piloter tout ça. Quelques convictions, c'est que, je suis convaincue, il faut prendre conscience que c'est un nouvel actif stratégique, c'est une vraie opportunité. L'adoption des IA conversationnelles, ça suit une croissance qui est inédite. On est sur le GIO, donc GIO ou GEO, mais parce que GIO, ça touche vraiment la data, le produit, le marketing, le branding, le juridique. Ça touche même les candidats qui vont aller voir votre marque. Donc c'est assez transverse comme sujet de transformation. On est sur un modèle qui intègre une première version propre et complète de ce qu'on sert. Donc il y a une importance du garbage in, garbage out, encore une fois. Donc la data est clé ici. Il faut construire en priorité une courbe d'expérience en interne, c'est-à-dire que c'est un marché qui est naissant et c'est important pour que vos équipes en interne, chez vous, dans les marques, elles montent en compétence sur ces sujets et commencent à s'approprier, commencent à tester et surtout ne s'enferment pas dans une solution. Pas de vendor lock-in à ce stade. C'est un marché qui est émergent et encore très peu mature. Donc il y a des règles techniques et réglementaires qui évoluent trimestre après trimestre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en termes de solutions, on va avoir des solutions qui sont, je vous fais un spoiler déjà, les solutions du marché à l'heure actuelle, elles sont encore assez jeunes et les règles changeant tout le temps, il n'y en a aucune qui se démarque.
Bon, quand même, j'ai fait un benchmark avec qu'est-ce qu'elles couvrent, ces solutions. Donc, j'ai séparé en 8 maillons avec qui s'occupe du knowledge graph, de la single source of truth, c'est-à-dire centraliser toutes les infos dans une base unique, qui est en charge de la mise à jour de cette base pour créer automatiquement des pages web à jour avec les bons balisages, les fichiers export, etc. Structuration lisible par les IA, avec découper le texte en petits blocs clairs et ajouter des balises pour pouvoir que les IA puissent citer directement un passage complet sans erreur. La publication et la diffusion des flux pour autoriser les robots à accéder au site via les robots textes. Réputation externe, mention sans lien, ça va être de chercher des citations dans la presse et pour renforcer la crédibilité. Le suivi des crawlers, c'est des solutions qui vont permettre de contrôler le passage des robots et d'identifier les pages qui n'explorent pas ou celles qui sont en erreur. L'analyse de la visibilité, c'est mesurer combien de fois la marque est citée dans les IA et sur quel sujet. Ça permet de suivre les questions et les tendances autour de la marque. Et enfin, les KPI business, comparer le trafic organique perdu ou regagné, estimer les ventes générées grâce à la citation de la marque dans les réponses de l'IA. Donc là, ça permet d'avoir vraiment un impact mesurable. Donc, j'ai créé un panorama des solutions. J'ai choisi des solutions qui sont déjà à une certaine maturité, c'est-à-dire qui ont déjà au moins fait une levée de fonds, parce qu'il y a plein de solutions sur le marché, notamment en France, mais qui sont nouvelles chaque jour. Donc, j'ai quand même, je me suis concentrée sur certaines qui avaient une certaine maturité. Et en termes de couverture, c'est-à-dire de gauche à droite, celles qui couvrent plus ou moins des maillons de la chaîne de GEO, le nombre de briques. Donc là, on va trouver Profound, Writesonic GEO, OmniKey, Relixir, qui sont pas mal en termes de couverture, après plus ou moins matures, et d'autres qui sont un peu plus spécifiques. Il n'y a aucune solution qui couvre l'ensemble de la chaîne. J'ai un document, vous pouvez venir me voir, qui reprend chacune de ces solutions, qui explique c'est quoi leur cas d'usage phare, qui donne un peu plus de billes. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, en fait, ça change encore beaucoup. Et par contre, les facteurs clés de différenciation, il faut savoir que chaque solution suit un nombre variable de requêtes pour analyser. Donc le positionnement des contenus, l'évolution de certains des LLM, la visibilité d'une marque. Donc plus un outil suit prompt, plus il offre une vision large du marché, mais ça fait aussi plus de bruit. Une autre différenciation, c'est la qualité des insights fournis, les actions proposées, l'interface et les clartés des recommandations. Il y en a qui vont apporter aussi différentes sources de contenu des marques, un mapping qui est différent entre le contenu et les réponses LLM, une profondeur d'analyse différente. La méthodologie de sélection des prompts, ça c'est très important. C'est le point le plus stratégique, parce qu'une mauvaise sélection de prompts, c'est une mesure incomplète ou biaisée. Certains outils utilisent plus un clustering sémantique ou une analyse SEO classique, une analyse des conversations clients, enfin bref. Donc en fait, chaque méthodologie est différente, et il y en a qui n'ont même pas de méthodologie vraiment solide. Il y a certains outils qui suivent uniquement ChatGPT, d'autres il y a Mistral, Perplexity, et d'autres même des langages régionaux. Si vous avez un enjeu autour de la Chine, de l'Inde, il faut les choisir aussi en conséquence. Et il y a des outils qui utilisent les prompts selon différentes logiques, des structurations par intention utilisateur, et ça va changer la lisibilité des dashboards, l'efficacité de votre stratégie, etc. Donc encore une fois, pour l'instant, comme les règles changent tout le temps, il n'y a aucune solution qui vraiment se démarque. Ça va être une question de tester, d'en choisir une, et après de la suivre pour piloter. Et vous allez la choisir en fonction de vos enjeux. Des enjeux de comparaison, voilà, tout. Enfin, là, il y a plusieurs choix, donc c'est bien de tester et de ne pas vous enfermer. Et donc, vous pouvez en choisir plusieurs. Et là, je vous ai mis un exemple de portefeuille entre 3 solutions qui vont couvrir un peu toute la chaîne de valeur. Et je crois que le temps est fini. Merci.